Le procès du RN, c'est fini. C'est ce mercredi 27 novembre que se termine la dernière audience des prévenus du procès des assistants parlementaires présumés fictifs. Sur le banc des accusés depuis le 30 septembre, plus d'une vingtaine de figures du parti d'extrême droite et de son prédécesseur, le Front National. Marine Le Pen, Valéran de Saint-Just, Louis Alliot, Nicolas Bay, Bruno Gollnisch ou encore Julien Audoul. Ils risquent gros, à commencer par Marine Le Pen. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ce qui pourrait donc la placer hors course pour la présidentielle de 2027. Un procès d'ampleur avec des condamnations qui pourraient mettre le Rassemblement national sans dessus-dessous et des accusés qui crient au procès politique. Ce réquisitoire est outrancier, disproportionné et que la volonté que tout le monde voit, c'est d'affaiblir le Rassemblement national, premier parti de France. C'est un procès politique, c'est la mort politique qui est réclamée. Et pourtant, force est de constater que cette affaire n'a bénéficié que d'une attention irrégulière sur les plateaux de chaînes d'infos et dans certains médias. Pour Blast, je me suis rendu à plusieurs reprises aux audiences de ce procès et j'ai pu rencontrer certains des journalistes qui l'ont couvert avec assiduité. Alors comment s'en sont sortis Marine Le Pen et ses acolytes? Que révèle ce procès de tout un système de détournement présumé autour du clan Le Pen? Que dire de la médiatisation d'un procès peut-être historique? C'est tout de suite sur Blast. Le procès du Rassemblement national et de ses assistants parlementaires, c'est un procès qui était très attendu parce que l'information judiciaire a été très longue. Elle s'est étirée sur des années et les faits se sont étirés aussi. Les faits imputés au Rassemblement national se sont étirés sur plus de 10 ans. Donc, on savait que ça allait être une audience importante, que ça allait être une audience longue et que les faits reprochés au FN étaient particulièrement graves. Voilà, étant donné les résultats du Rassemblement national aux européennes et puis les intentions présidentielles de Marine Le Pen, voilà, c'était un procès important à couvrir puisqu'il pouvait donc compromettre les ambitions présidentielle de Marine Le Pen. Le procès, en fait, il est assez simple. C'est le procès des pratiques du Rassemblement national, anciennement Front National, qui, pendant une quinzaine d'années, a fait salarier des permanents du parti par le Parlement européen sous couvert de postes d'assistants parlementaires des députés européens. Les juges et le parquet ont retenu des cas qui sont les cas les plus extrêmes, de gens qui, visiblement, n'ont pas du tout travaillé pour leur eurodéputé. Eux sont poursuivis comme receleurs. Les eurodéputés sont poursuivis comme employeurs, donc moteurs du détournement de fonds publics. Et le parti lui-même est également poursuivi, ainsi que ses dirigeants, soit pour complicité, soit pour recel. C'est un parti, en fait, qui fait l'objet d'accusations plus lourdes encore que celles du MoDem, puisqu'il y a eu un procès du MoDem il y a un petit peu moins d'1 an pour des faits quasiment identiques. Le parquet de Paris demande le renvoi du parti, le MoDem, et d'une douzaine de ses responsables devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics. Mais je vais vous apporter des preuves. L'addition, là, pour le RN, risque d'être beaucoup plus lourde, puisqu'en fait, le montant des détournements est estimé par le Parlement européen à 4 600 000 €, ce qui veut dire que l'amende et les dommages et intérêts pour le parti peuvent être absolument colossaux. Ce qui veut dire aussi que les dirigeants risquent des peines de prison et d'inéligibilité qui leur font peur. Ça paraît complexe comme ça, et en même temps, c'est tout simplement une histoire d'emploi fictif. En tout cas, c'est ce qui est reproché au Rassemblement national. Des assistants parlementaires qui ont été recrutés pour soi-disant travailler avec un eurodéputé. À l'époque, voilà, le parti avait remporté aussi un certain nombre de sièges et donc pouvait profiter de cette opportunité pour renflouer, selon l'accusation, ses caisses. Et ces assistants parlementaires ne travaillaient en réalité pas pour les députés, mais pour le parti. Alors, c'est un procès important parce que ça concerne quand même maintenant le premier parti représenté à l'Assemblée nationale avec la triple candidate à la présidentielle Marine Le Pen et le RN jugé comme personne morale en récidive, en quelque sorte, puisqu'il a déjà été condamné en tant que parti pour une autre affaire de financement frauduleux. Donc, c'est un procès très important.
D'autant qu'on est dans une situation politique que tout le monde connaît, assez incertaine, avec peut-être une élection prochaine, législative, présidentielle, etc. Donc, en toute logique, selon moi, ça aurait dû faire l'objet d'une couverture journalistique plus précise, plus factuelle, plus suivie, et c'est pas le cas, je pense, pour beaucoup de médias. Je suis pas sûr que l'attention médiatique soit suffisante. Il y a beaucoup de journalistes, il y a même de la presse étrangère. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a beaucoup plus de journalistes que pour le procès du MoDem. Mais vu la gravité des faits, vu le fait qu'en voit aujourd'hui le RN est le premier parti de France, vu que Marine Le Pen prétend être encore candidate à la présidentielle, les enjeux sont très très élevés. Et on n'a pas le sentiment que ça ait fait la une des magazines, la une des quotidiens, ou l'ouverture du 20h ou des matinales à la radio. Donc, c'est médiatisé, mais je ne suis pas certain que ce soit suffisamment médiatisé au regard de la gravité des faits et des enjeux. Pour les jours, j'étais à peu près tous les jours là. Il y avait le journaliste du Monde, qui était tous les jours là aussi, celui de Mediapart. À part ça, je dois dire, il y avait une présence intermittente des autres médias. Le service public est venu au moment important, mais pas tout le temps. Disons qu'il y a il me semble, je vais pas regarder dans le détail, mais il y a eu une couverture un peu discontinue. En tout cas, les grands journaux n'ont pas rendu compte quotidiennement de ça, et à mes yeux, ils n'ont pas rendu compte suffisamment du contenu du dossier, du factuel. C'est-à-dire que là, il y a un vrai problème de rendu de ce procès concernant le contenu des accusations, de quoi on parle en fait. Et ça pose, je pense, un problème pour notre métier. Alors, l'audience était plutôt au rendez-vous, c'est-à-dire que, en tout cas, nous, quand on y allait, quand on publiait des articles, ils étaient lus, c'est-à-dire que les affaires politico-judiciaires, de manière générale, intéressent quand même le lectorat. C'est-à-dire que, on parle un peu de pis politique, entre guillemets, mais là, vu la prégnance du Rassemblement national dans le débat public, et puis de sa progression et de la diffusion de ses idées, de la personnalité de Marine Le Pen, où les articles étaient lus, notamment à l'ouverture du procès, lors de l'interrogatoire de Marine Le Pen, et surtout pour les réquisitions. Où là, j'ai l'impression qu'il y a eu une bascule en fait dans l'intérêt vis-à-vis de ce procès, parce que personne ne s'attendait clairement à des réquisitions assez sévères comme ça, assez implacables. Et donc, je pense que l'audience et l'intérêt des journalistes a été quand même en pointillé, avec des moments de creux, c'est-à-dire que dès qu'il s'agissait de prévenus un petit peu moins médiatiques, de tandems d'assistants parlementaires et d'eurodéputés moins connus, la présence des médias était moins importante. Et bien sûr, si Bardella avait été présent à ce procès, finalement, il n'a pas été inquiété, il n'a même pas été mis en examen, malgré les révélations de presse qui ont précédé le procès, et que avec des revues de presse aussi antidatées. Ça aurait certainement relevé l'intérêt pour ce procès, puisque c'est un peu l'étoile montante du parti, la possible relève de Marine Le Pen. Nous, clairement, on n'a pas suivi en continu, parce qu'il y a eu aussi un agenda judiciaire très chargé à cette période, avec le procès des viols de Mazan, où on a détaché une journaliste à plein temps, en permanence, parce que dans le procès des viols de Mazan, il y a un enjeu de société aussi très important. Comme chaque matin, depuis maintenant 5 semaines, elles sont là. Près de 60 personnes, majoritairement des femmes. D'abord pour témoigner un soutien à Gisèle Pelicot qui, malgré elle, représente désormais un combat. On a eu aussi le procès de Samuel Paty qui s'est ouvert à ce moment-là, avec aussi un enjeu quand même judiciaire important, une affaire en tout cas qui avait ému la France entière. Voilà, donc ça s'était escopé avec un agenda judiciaire chargé. L'enjeu politique apparaissait pas très net, parce que il y a un désintérêt donc de l'opinion pour l'Europe et tout ce qui se passe au Parlement européen, avec des a priori, une désaffection vis-à-vis du travail des eurodéputés. Donc finalement, c'était aussi l'argument de l'entourage de Marine Le Pen, c'est une affaire un peu complexe qui se passe au Parlement dont tout le monde se fout. Donc en fait, que le RN soit accusé d'avoir piqué dans la caisse du Parlement, ça pouvait à la limite que le renforcer auprès de son électorat. C'est assez perturbant, parce que quand on passe ces journées au tribunal, on s'aperçoit qu'en fait, pour la plupart des médias audiovisuels, le procès se fait dehors. Donc c'est les dirigeants du RN qui sont invités au matinal ou aux 20h.
C'est Marine Le Pen qui fait des points presse à la sortie de la salle du tribunal, voire même parfois dans la salle de façon informelle. Et il y a tout un narratif qui est construit, tout un récit qui tend à faire passer le parti et ses dirigeants pour des victimes d'un complot. On ne sait pas monté par qui ni par quoi, puisqu'il y a quand même beaucoup de magistrats qui ont travaillé sur ce dossier, des procureurs, des juges d'instruction, des policiers. Il n'y a pas de complot, il y a une procédure judiciaire qui dure depuis près de 10 ans, qui n'a pas été suffisamment médiatisée pendant ces 10 ans et qui aboutit aujourd'hui à un procès qui est accablant. Donc moi, ça me laisse penser que notre métier, il a un problème en ce moment, c'est que il est un peu trop axé sur le débat, le commentaire de l'actualité, les invités qu'on renvoie à l'actualité, etc. Or ça, c'est pas l'info si on y réfléchit là. Il faut quand même partir du qui, quoi, où, pourquoi, comment. Il faut en revenir, je pense à ça. Il faut que le lecteur, le public, soit d'abord informé de ce qui se passe avant de commencer à commenter tout ça avec les acteurs, etc. Alors que ce procès n'était pas très expliqué, détaillé, relaté. Dès que Madame Le Pen, après les réquisitions du parquet, a fait le procès de la justice et s'est déclarée victime d'un procès politique, il y a eu, moi, ce que j'appellerais presque un tapis de bombe. Alors là, on a pu mesurer l'influence que désormais l'extrême droite avait dans les médias. C'était la chronique annoncée de l'inéligibilité réclamée. Ça n'est pas une surprise. Je me suis fait mon opinion au bout de quelques jours, il faut bien le dire, d'audience, auquel j'ai participé, comme vous l'avez vu, quasiment tous les jours. Bon. Donc, je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. Notamment la réclamation de l'exécution provisoire qui frappe de manière dont il veut frapper l'ensemble de ceux qui sont poursuivis. Alors, du coup, il y a eu un effet de tapis de bombe. Pendant 4, 5, 6 jours, a été martelée l'idée que c'était un procès politique dans des interviews où on ne les renvoyait jamais, en fait, au fond du dossier. Dès qu'un parti politique, dès qu'un baron de la politique, dès qu'un homme politique d'importance est renvoyé en procès, et d'ailleurs très souvent pour détournement de fonds publics, ils invoquent leur statut d'élu politique, ils invoquent une justice qui serait aux ordres, et ça on le voit à partir de l'enquête. Je vais prendre comme exemple la France Insoumise et les enquêtes qui la concerne et où on a eu cette algarade, la République c'est moi, ce sont des procès politiques, etc. On l'a eu pour la question du MoDem, quand le MoDem a été condamné aussi pour détournement de fonds publics et détournement de fonds publics européens. Et donc, naturellement, la famille Le Pen et sa PME familiale, Front National devenu Rassemblement National, quand on explique qu'ils ont piqué dans la caisse, comme tous les autres, très clairement, comme les autres hiérarques politiques qui sont passés en procès, ils expliquent que c'est un procès politique. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. On peut dire que c'est l'étape finale de la dédiabolisation, puisque le FN, comme les autres partis politiques avant lui, explique que dès qu'on leur fait un procès, c'est un procès politique. Or, les faits qui sont reprochés au Rassemblement National, à Marine Le Pen, à Louis Alliot, à Jean-Marie Le Pen, etc., n'ont rien de politique. Et le parquet a rajouté à ce sujet, parce qu'il a anticipé quand même cet argument, qui est de dire que la responsabilité sur ce qui s'est passé pendant ces années-là, c'est pas la responsabilité des juges, c'est la responsabilité des responsables politiques qui ont mis en place ce système de détournement de fonds. Je suis quand même, pour ma part, pour le Parlement européen, à 4,5 millions de fonds qui ont été détournés. C'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité du Parlement européen, c'est pas la responsabilité des procureurs. Merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est une pièce qui s'est jouée comme elle devait se jouer, et la réaction des grands médias à ce sujet et des élus est aussi désespérément
classique et attendu. Moi, je crois que le ministère public, oui, a été au niveau parce que on l'attendait un petit peu sur ce procès, puisque actuellement, Madame Le Pen et son parti sont en position, finalement, de faire chanter, on va dire, le pouvoir exécutif avec cette menace de censure. Ce qui peut surprendre et agacer et en fait aussi désespérer, c'est les réactions de la classe politique quasiment unanime aux réquisitions du parquet qui demande l'inéligibilité des élus, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Louis Alliot, que ce soit d'autres élus. Je suis donc partisan du fait qu'on ne lui applique pas immédiatement et sans voie de recours l'inéligibilité et après que le jugement s'applique si les juges décident de l'appliquer et elle fera les commentaires et moi aussi que j'estimerais nécessaire. Marine Le Pen voulait... Parce que la classe politique, en expliquant qu'il ne fallait pas prononcer d'inéligibilité, elle a juste un réflexe de caste qui se pense au-dessus des lois qu'elle a elle-même votées. Le parquet demande l'application de la loi, l'inéligibilité automatique, ce qui est très bien justifié par l'ampleur des faits, leur durée, le fait que le parti s'en reste, et surtout l'exécution provisoire. Alors ça a pu choquer, parce que ça arrive assez rarement dans les affaires. Mais en fait, au tribunal, quand on a un habitué, ça arrive tout le temps. En comparution immédiate, les petits voleurs, les petits dealers sont systématiquement mis sous mandat de dépôt au premier jugement. Et de plus en plus, c'est vrai, dans les affaires plus importantes, maintenant, on demande l'exécution provisoire. On voit un exemple aujourd'hui, par exemple, avec Fillon. Fillon a été condamné il y a maintenant 7 ans en première instance. Il en est à un deuxième procès en appel. La peine n'est toujours pas effective. Elle ne le sera toujours pas après, parce qu'il peut encore faire un pourvoi. Donc, il y a un problème d'effectivité des sanctions. Et donc, ce procès, il révèle une sécession des élus. Et donc, une faillite, encore une fois, de notre système politique et une faillite morale de la classe à qui on délègue le pouvoir. Alors, c'est curieux, puisque pour un parti qui s'attaque au système, aux mauvaises habitudes du système politico-financier, il en a tous les travers et tous les mauvais arguments. Au début du procès, la ligne de défense était d'afficher une forme de sérénité par rapport face au juge, et puis aussi une confiance dans la justice. Voilà, les propos en off, c'était on fait confiance à nos juges et du coup on va s'expliquer. Il y a eu un malentendu en fait sur l'interprétation du rôle de l'assistant parlementaire. Pour nous, alors le message qui était vraiment passé dans les rangs des prévenus, mais aussi auprès de la presse, c'est la mission d'un assistant parlementaire, elle est politique, c'est pas un fonctionnaire qui travaille pour le Parlement européen. Donc, on est là-dessus, plus que sur finalement l'idée de démontrer vraiment des preuves de travail, enfin de démontrer concrètement que des assistants parlementaires avaient bien travaillé avec des eurodéputés. Je crois que le RN, justement, n'a pas mesuré au départ de l'audience les vrais enjeux juridiques, ce qu'il a été mal conseillé, de l'a mal préparé, comme tout ce qu'il fait. Comme sa campagne des législatives, comme son programme politique, comme tout le reste, pourrait-on dire. C'est pas réfléchi, c'est impréparé, c'est improvisé. Ce qui est frappant, c'est de voir, d'une part, à quel point la défense est très, très collective. C'est-à-dire que des gens qui auraient pu être défendus individuellement parce qu'ils ont fait peu de choses ou parce qu'ils sont peu importants, n'ont pas été suffisamment défendus parce qu'ils étaient embringués dans une défense collective qui est d'abord celle du parti et de ses dirigeants. C'est que cette ligne de défense, voilà, elle était un peu dictée par Marine Le Pen et la direction du parti, et que les prévenus ont essayé de s'y tenir, mais que c'était un peu un jeu d'équilibriste, puisque c'était à la fois expliquer que la mission de l'assistant parlementaire était politique et qu'il pouvait très bien travailler pour le parti en fait en France, mais aussi d'essayer de prouver quand même qu'ils avaient bien travaillé ensemble avec des preuves assez ténues, c'est-à-dire un mail par-ci par-là, une rencontre tous les 6 mois, des revues de presse fabriquées après coup. Donc clairement, ils n'ont pas apporté la preuve du travail fourni pour leur eurodéputé, qui était la question essentielle. Au fil des audiences, on s'est quand même aperçu que les arguments apportés par les prévenus étaient fragiles et ne tenaient pas la route, et que la comparaison avec le MoDem, le procès du MoDem qui a eu lieu donc quelques mois auparavant, enfin, la décision a été rendue donc en début 2024, et ne tenait pas la route. C'est pas similaire, on n'est pas sur du tout le même nombre de contrats frauduleux.
C'est-à-dire qu'on est sur 5 contrats frauduleux du côté du MoDem, et là, on est sur 45 contrats. Les montants des sommes détournées, même s'ils ont été réévalués en cours de procès, ne sont pas du tout de la même ampleur. Et puis, Marine Le Pen, elle est poursuivie à la fois comme eurodéputée et comme ex-présidente du parti, donc pour complicité, mais aussi pour détournement de fonds publics. Finalement, les arguments de la défense sont assez inopérants. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de temps passé sur la procédure. Or, la procédure, elle a déjà été validée plusieurs fois avant le procès, donc c'est inopérant. Des arguments qui sont pas vraiment juridiques sur toujours l'éternel thème du procès politique qui sont inopérants. Et sur les faits eux-mêmes, la défense était quand même à la peine puisqu'il y a un dossier qui est matériellement, qui est là, qui est lourd, qui est constitué par des mails, des SMS et par des éléments matériels qui sont quand même plus probants que ces dénégations. Honnêtement, de mon côté, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu de moment d'audience. Les seuls effets de manche, c'est quand Marine Le Pen était à la barre, parce que c'est une ancienne avocate, parce qu'elle a l'habitude des arènes politiques, elle sait manier le verbe, elle sait s'exprimer. Donc voilà, là, ça relevait un petit peu l'intérêt de la salle, parce que sinon, c'est vrai que ça partait vite dans des débats un peu techniques, avec des pièces entre guillemets à conviction inexistante, c'est-à-dire des preuves de travail, voilà, très très faibles, des histoires de mails, de déplacements, de billets de train, voilà, on décortiquait finalement un contrat de travail. Les médias, ils étaient là pour les offs de Marine Le Pen avant et après, pour ses prises de parole à la barre, mais par contre, voilà, pour les autres prévenus, à part effectivement Gollnisch qui cherchait un peu l'attention des journalistes, qui faisait des haussements d'épaules, qui faisait nom de la tête pendant l'audience, enfin, qui voilà, montrait qu'il était impliqué, qu'il prenait des notes, qui a vraiment fait essayer d'attirer la lumière sur lui à nouveau pendant son interrogatoire. Je trouve que la justice devrait être employée autrement. Il s'agit de ruiner notre réputation, il s'agit de nous ruiner personnellement. Ah ben, c'est un procès politique. Le Rassemblement national, c'est vrai, avait un problème d'argent. On le sait, puisqu'il y a eu le fameux cas du prêt russe. Marine Le Pen n'a pu faire campagne en 2017 que par un prêt du régime russe, en réalité, via une banque amie. Et puis en 2022, encore, il y a eu un prêt du régime hongrois, cette fois-ci via une autre banque amie. Donc on sait qu'il y avait des problèmes d'argent. Donc c'est le mobile du crime, en quelque sorte. Mais ces pratiques aussi, c'est vrai, sont assez anciennes, puisqu'ils ont déjà été condamnés dans une affaire, pour cette fois-ci, la campagne de 2012 de kit de campagne, c'est-à-dire on facture les dépenses de campagne à des sociétés tenues par des amis, c'est surfacturé, et comme ensuite c'est remboursé par l'État, bon, ça a été qualifié d'escroquerie, et le parti est définitivement coupable, déclaré coupable de ça. Son trésorier, Valente Saint-Just, qui est encore à ce procès, est déjà inéligible à cause de cette affaire. Donc oui, le problème du RN avec l'argent public, il est ancien, il est assez profond, et je dirais qu'on a vu à cette audience que, contrairement à ce qu'ils ont dit, il y a de l'enrichissement personnel. Le Rassemblement national, Front National, c'est une PME familiale au service des Le Pen et qui se transmet de génération en génération. Et on voit à travers ces générations, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, peut-être après Jordan Bardella, que tous les moyens sont utilisés pour le bien-être de la famille Le Pen. C'est centralisé autour de Jean-Marie Le Pen. On paye son chauffeur avec des fonds européens, on paye son garde du corps, sa secrétaire, qui n'ont rien à voir, qui n'exercent aucune activité parlementaire au Parlement européen. Et puis après, on s'en sert pour renflouer les caisses du FN au service de Marine Le Pen, en embauchant d'ailleurs Jordan Bardella, qui ne mettra jamais un pied ou à peine au Parlement européen. C'est-à-dire quand Marine Le Pen paye Louis Alliot, avec lequel à l'époque elle vivait, 5 000 € par mois à mi-temps comme assistant parlementaire, bon, le parquet a eu l'amabilité de pas le poursuivre parce qu'il a peut-être fait deux, trois tâches, mais en même temps il était élu régional, élu communal, avocat, dirigeant du parti, donc on peut se demander quand même si c'est bien moral tout ça, si c'est pas de l'enrichissement personnel quand vous donnez 5 000 € à la personne qui partage le lit conjugal. Bon, et quand par exemple on faisait des contrats d'une journée
une seule journée pour pouvoir siphonner tout ce qui restait de l'enveloppe dédiée aux assistants parlementaires et distribuer les primes de Noël à des gens qui travaillaient en fait au parti et pas à Strasbourg, est-ce que c'est pas de l'enrichissement personnel? Est-ce que quand on donne 20 000 euros d'indemnité de licenciement au garde du corps qui est payé, qui n'a pas à l'être comme assistant parlementaire, alors qu'il passe en fait d'un député à l'autre, donc il n'est pas licencié, il garde la même tâche mais il passe d'un contrat à l'autre et quittant le premier contrat, il touche 20 000 euros d'indemnité de licenciement. Est-ce que c'est pas de l'enrichissement personnel? Donc oui, il y a un problème d'argent qu'on utilise pour le parti, mais il y a un problème d'argent qu'on se met dans les poches, oui. Ça, c'est très clairement. Le dernier temps fort du procès, donc l'avocat de Marine Le Pen va plaider. Il a annoncé qu'il allait plaider pendant à peu près 3 heures. Et elle-même, en tant que prévenue, va donc avoir le dernier mot. C'est la tradition dans un procès correctionnel. Les prévenus peuvent s'adresser au tribunal une fois que le procès s'arrête. Et donc, on peut penser, comme elle l'a déjà fait plusieurs fois depuis 2 mois, qu'elle va en profiter et se servir de ce moment comme d'une tribune politique pour redire qu'elle est victime d'un complot, d'un acharnement, que c'est un procès politique, que son parti et elle n'ont rien fait de mal, que tout le monde le fait, etc., etc. Sur les juges, ça ne devrait pas avoir beaucoup d'impact. Ça s'adresse surtout, en fait, aux médias et à travers les médias, aux citoyens. Elle était quand même déjà un petit peu sonnée après le réquisitoire dont elle a dénoncé la violence. Donc on s'attend à un commentaire de Marine Le Pen avec cette rhétorique toujours un peu anti-système qu'elle n'avait pas au départ. Donc là, ils ont sorti un peu la rhétorique trumpiste pour dénoncer un acharnement de la justice qui la priverait de ses droits civiques et de cette possibilité de se présenter et donc de se battre dans les urnes. Et d'ailleurs, certains membres de la classe politique ont eux-mêmes finalement appelé à une décision judiciaire qui ne priverait pas Marine Le Pen de se présenter pour appeler à ce qu'elle soit battue dans les urnes et non par une décision de justice. Je ne souscris pas, je n'aime pas l'injustice, même quand elle est faite à mes adversaires. Et donc Marine Le Pen subit une injustice. Je pense que on s'est tous laissés emprisonner dans une utilisation qui est fallacieuse ou fausse ou déplacée ou biaisée des mots détournement de fonds publics. À l'issue de ce procès, on pourra avoir une nuit des longs couteaux au FN. Tout simplement parce que si Marine Le Pen est empêchée, ça va libérer des ambitions en interne. S'il y a des peines d'éligibilité prononcées avec exécution provisoire pour Louis Alliot, par exemple, maire de Perpignan, il perd son mandat. Pour les députés, ce sera différent puisqu'il y a la jurisprudence les protège de ce point de vue-là. Mais il y a un vrai enjeu sur la suite, la candidature de Marine Le Pen ou non, la relève de Jordan Bardella, qui en plus s'est un peu emmêlé les pinceaux en disant que si que toute personne condamnée au sein du RN ne pourrait pas se présenter, avant de dire oui, mais Marine Le Pen est innocente. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Je pense que l'intérêt du public sera davantage autour de la décision que pendant les audiences. La tradition pour une affaire de cette importance, c'est que le jugement fasse au moins 200 pages. C'est très long à rédiger, parce que c'est juridique. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'on ait une décision avant le mois de mars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez été nombreux à suivre nos derniers sujets sur ce procès du Rassemblement national. On vous attend donc dans les commentaires. Et pour soutenir un journalisme indépendant, vous pouvez faire un don ou partager la vidéo. Moi, je vous dis à très vite sur Blast.